Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Insécurité au Mali, la solution est-elle de négocier avec les djihadistes? C'est le thème du grand dialogue de ce soir et nos invités sont Dr Ali Tunkara, directeur du Centre des études sécuritaires et stratégiques au Sahel, et Mahamadou Diouara, directeur du cabinet Gaïa. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. Le haut représentant du chef de l'État pour le centre du Mali, M. Diongounda Traoré, l'a annoncé il y a quelques jours. Des émissaires ont été envoyés à Iyad Aghali et Amadou Koufa pour négocier avec ces deux djihadistes. Alors, M. Mahamadou Diouara, que pensez-vous de cette situation? Aujourd'hui, faut-il négocier avec ces djihadistes ou pas? Merci beaucoup. Je pense qu'il faut d'abord commencer par saluer l'initiative du haut représentant du chef de l'État qui a décidé de finalement écouter toutes les voix qui se sont élevées depuis très longtemps. Il était temps et je crois que ça a été une bonne chose. D'ailleurs, le dialogue national inclusif en a fait l'une de ses résolutions et le président s'étant engagé à les mettre en œuvre, ça démontre quand même la bonne foi d'aller dans le cadre de la mise en œuvre de ces dispositions. Maintenant, par rapport à la situation concrète, est-ce qu'il faut ou pas négocier? Je pense qu'il faut toujours négocier tant que c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, il faut créer les conditions pour que la négociation soit possible. Parce que sans elle, sans le dialogue, il n'y a jamais de paix durable. Comme les Bambara aiment bien le dire, quoi. Donc on peut accepter parce qu'on ne peut pas. Mais on peut aussi accepter quand bien même on n'est pas satisfait parce qu'on pense qu'il y a autre chose de plus important qu'il faille mettre en avant. Et c'est le dialogue qui peut nous amener vers une telle situation. Donc je pense que la plupart des gens qui disent qu'il ne faut pas négocier avec Iyad Aghali, avec Amadou Koufa, sont des gens qui se focalisent sur le fait que ils sont considérés plus comme des terroristes et qu'ils ont des revendications radicales sur lesquelles ils ne sont pas prêts à flancher. Mais bon, en fait, moi, je demeure convaincu que et Iyad Aghali et Amadou Koufa sont en fait dans un schéma plus politique que culturel, de mon point de vue. Et même sur les questions religieuses, eh bien, le Coran n'a été révélé à personne d'entre nous. Celui auquel ça a été révélé n'est plus sur la terre. Ils l'ont lu comme nous le lisons. Posons-le, associons-nous, débattons et cherchons les preuves. D'accord. Docteur Ali Tunkara, vous pensez-vous qu'il faut négocier avec les djihadistes? Alors, très rapidement, je pense qu'il est important de rappeler quand même à nos auditeurs et téléspectateurs que le Mali a connu pas mal de rébellions, pas mal de soulèvements des années 60 à aujourd'hui. La question qui taraude dans tous les esprits, quelle est la particularité de ces soulèvements de 2012, justement? La particularité réside dans le fait que des revendications sécessionnistes, indépendantistes, se sont vues greffer des revendications qu'on pourrait qualifier de confessionnelles ou de revendications d'ordre religieux. C'est important quand même comme particularité dans l'analyse de la crise 2012 dans le contexte malien. On sait pertinemment que des jeunes qui avaient combattu dans les troupes régulières de Mohamed Khazafi en Libye, à l'occasion du printemps arabe, ces jeunes vont regagner leur pays d'origine, notamment le Mali, le Niger, même une partie de l'Algérie. Mais tout cela n'aura une incidence sérieuse sur l'état de l'insécurité ou sur la nature des revendications qu'à partir du moment où des acteurs vont s'inviter dans la danse avec le référentiel musulman, qu'on pourrait les qualifier de groupes radicaux violents. Donc il est extrêmement important aujourd'hui, si le président Diongounda Traoré si vous voulez, émettre l'hypothèse justement d'aller négocier avec ceux-là qui se battraient tant dans les régions du nord du Mali que celle du centre, afin de trouver un terrain d'entente. C'est vrai que lorsqu'on parle de négociations avec des groupes radicaux violents, notamment avec le référentiel musulman, quelques difficultés pourraient surgir, ou en tout cas quelques interrogations restent légitimes à se faire.
qu'allons-nous faire du caractère laïque de l'État? Justement, donc dans ce cas, peut-on dire que la position du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a changé avec cette déclaration de son haut représentant pour le centre? Malheureusement, c'est toute la difficulté de la saisie même de l'action gouvernementale avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Si vous suivez toutes les déclarations qui ont été faites sous le premier quinquennat, même celles récemment faites avec le début du dernier quinquennat, naturellement, des contradictions sont sans équivoque. Des moments, son Excellence, M. Dramé lui-même étant hors du système, avait tout à fait décrié, avait appelé justement une telle nécessité de dialogue avec le groupe radicaux violents. Mais une fois dans l'équipe gouvernementale, le même monsieur, effectivement, brandit l'argumentaire selon lequel il n'est pas question de négocier avec le groupe radicaux violents. Le président Ibeka lui-même également, il donne la parole au peuple malien. Lequel peuple, de la conférence d'entente nationale au dialogue national inclusif qui vient de s'achever, Diouara a bien fait de le rappeler, les Maliens qui ont pris part, naturellement, ont tous, unanimement, effectivement, exprimé ce besoin d'aller avec ce groupe radicaux violents. Ce qui est important, au-delà de nous, Maliens, qui sommes dans des centres urbains, qui sont un peu distants de ces foyers de tension, quand vous allez aujourd'hui à Mopti, à Gao, à Tomokta, à la Ménaka, majoritairement, hommes et femmes vous diront qu'il est impérieux aujourd'hui d'ouvrir un dialogue substantiel avec ces groupes radicaux violents. Pourquoi ce dialogue? Parce que n'oublions pas quand même que ces groupes, à certains égards, ont eu un ancrage anthropologique et un ancrage local. D'accord, et on va y revenir avec plus de détails tout à l'heure. Alors aujourd'hui, pourquoi dialoguer avec ces djihadistes? Est-ce que cela veut dire que l'armée malienne et toutes ces autres forces étrangères présentes dans le pays ne sont pas capables de stabiliser le pays? Merci beaucoup. La question est très pertinente, mais permettez-moi de prendre un peu la source un peu plus loin. Et je suis très d'accord avec Ali quand il amorce son intervention par le rappel du contexte de 2012. Dans ce même contexte de 2012, il est important de rappeler que Iyad Agali est le premier dans l'histoire du Mali à porter la revendication d'indépendance de l'Azawad. En 1990, quand il revenait de la Libye. Et donc c'est lui qui, en tant que chef de la rébellion, va signer, n'est-ce pas, d'abord l'accord de Tamanrasset, ensuite, avec Zahabi Ould Sidi Mohamed, signer le pacte national au sein des MFIA. Le même Iyad, de la signature du pacte national à 2012, est resté en quelque sorte une sorte de maître du nord du Mali, et chez lequel le président de la République descendait. Alpha Omar Konaré descendait chez lui à Kidal. Pratiquement, il était vraiment... voilà, il s'est considéré comme un colonel de réserve, mais il était en un mot celui qui garantissait la sécurité pour les biens, pour les personnes et par endroit même pour les hauts responsables de l'État dans la zone. En 2012, qu'est-ce qui fait que la revendication d'ordre religieuse ou fondamentaliste vient se greffer à la revendication politique? Parce que Iyad a demandé à être le chef de la rébellion du MNLA. Position qui a été refusée par ceux qui venaient d'arriver de la Libye, notamment les Mohamed Al-Najim et les Bilal Aga Sherif, entre autres. Et donc, finalement, eh bien, il n'a pas eu d'autre choix que de se rabattre sur une autre force. Et c'est là où la naissance des Ansardine intervient. Ansardine est né en plein jour. Tout le monde a vu comment ça a été créé dans la région de Kidal. Donc, en un mot, dans le fond de son engagement, la revendication politique est dominante. La revendication religieuse n'est devenue qu'un argument pour lui permettre d'avoir la force. Pourquoi cela était-il important pour lui? Ça permet de comprendre aujourd'hui les enjeux. Pourquoi c'était important pour lui? Parce qu'en fait, il était le leader de tous les groupes Touareg dans cette revendication d'identité propre à eux et d'espace politique propre à eux. L'arrivée de ces nouveaux camarades, parce que ces camarades, les Mohamed Al-Najim, sont ceux avec lesquels il avait fait la guerre en Libye. Et ils sont venus en 90, les Mohamed Al-Najim étaient restés. En 2012, eux, ils viennent, ils disent que bon, toi, tu n'as pas pu faire grand-chose pendant tout ce temps. Nous, on est venus avec nos moyens, on va faire la guerre. Donc, en un mot, ils se voyaient déclassés. Et il lui fallait reprendre le contrôle. C'est pourquoi vous allez comprendre que, quelques mois plus tard, eh bien, suite à l'assassinat du professeur à Gao, Idrissa Oumarou, eh bien, les gens vont se mobiliser, la jeunesse de Gao va se mobiliser. Et avec la bénédiction de Ansartine, le Moujao va chasser le MNLA de Gao,
Puis ce sera le tour de Tombouctou, de Menaka et de Kidal sous l'égide de Iyad Gali. Pour dire encore une fois à ses frères Touareg du MNLA que bon, c'est moi qui contrôle le territoire. Si vous voulez composer, composez avec moi. Avant l'attaque du 17 janvier, qui a été soldée par un échec à Menaka, a été faite par le MNLA. Les premières attaques contre Aguelhok ont toutes été faites par le MNLA. C'est le jour où Iyad Gali a intervenu que le camp de Aguelhok est tombé. Et toutes les victoires sont venues comme telles. Vous verrez également que quand la mission de Moussa Mara est partie, du premier ministre Moussa Mara est parti à Kidal, eh bien, le MNLA, la CEMA a essayé de riposter, ça n'a pas marché, l'armée avait pris le dessus. Il a fallu que lui et ses mercenaires interviennent avec leurs alliés, dont on n'a pas l'identité effective, pour que eh bien, le revers puisse être trouvé. Donc, en un mot, c'est quelqu'un qui est dans une double posture. La première, c'est de dire, bon, moi je veux garder le contrôle sur le nord. La deuxième, c'est que face à sa communauté, face à leur projet collectif, il tient à l'Azawad, qui est son projet auquel il n'a jamais renoncé. Et la troisième, c'est qu'en 2012, vous allez constater que, eh bien, il s'est rapproché de Amadou Nkoufa, qu'il a essayé d'introduire dans le centre à partir de la période d'occupation, et donc qui a préparé le terrain pour que, après l'occupation effective, eh bien, la manifestation terroriste puisse prospérer. Et aujourd'hui, ce challenge est renforcé. Donc, négocier avec Amadou Koufa, et négocier avec Iyad Gali, c'est en même temps négocier avec Amadou Koufa. Et négocier avec eux, c'est discuter des questions politiques essentiellement, peut-être des questions religieuses pour la forme. D'accord, la question donc je vais l'adresser à Dr Ali Tounkara. Est-ce qu'aujourd'hui, négocier avec Iyad Gali et Amadou Nkoufa signifie que les forces armées présentes au Mali ne sont pas capables de stabiliser le pays? Alors, je pense que la question ne se pose pas à tout bout de champ en termes de capacité, parce que c'est vrai que lorsqu'on analyse l'insécurité, on va se rendre compte qu'elle n'est pas que militaire. Elle fait appel à pas mal de leviers, notamment l'économique, le social, à certains égards, surtout l'arsenal juridique, la manière dont la justice est distribuée dans ces différentes localités. Diora a fait un travail tout à fait historique et remarquable parce que qui permet à nos auditeurs et téléspectateurs de comprendre à combien il y a une complexité, même une difficulté de dissocier ce qui est clairement indépendantiste, ce qui est clairement religieux. C'est là que le dialogue avec Iyad Gali va non seulement permettre à l'État du Mali, une fois que le dialogue aboutit, de même finir avec la question de la CEMA. Parce que n'oublions pas quand même que la CEMA en elle-même, elle ne constitue absolument rien. Pour qui connaît un peu la trajectoire des hommes qui caractérisent aujourd'hui la CEMA, sans Iyad Gali, effectivement, cette CEMA, elle n'existe pas. Donc je pense qu'une telle hypothèse de négocier avec Iyad Gali et ses lieutenants a un double avantage. Peut-être nous acheminons vers une fin vraiment durable à des revendications sécessionnistes, parce que c'est quand même important. Justement, Touara le disait tout de suite, il tient à cet espace de l'Azawad. Alors, est-ce que les négociations voudront dire que cette zone va avoir son indépendance? Je pense qu'elles ne vont pas dans ce sens, malheureusement. C'est vrai que quand on entend négociation, déjà, l'appellation Azawad, il faut quand même le rappeler à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous écoutent, que ça a été une appellation imposée. Vous allez demander l'écrasante majorité. C'est là que l'État central du Mali, du président Alpha Oumar Konaré, a aujourd'hui tous les différents accords successifs signés avec les parties belligérantes. Effectivement, l'État a commis un péché monumental. Le fait d'accepter sous la pression d'une ultra, je rappelle bien, d'une ultra minorité des communautés des régions du nord du Mali, au nom d'une écrasante majorité. Vous allez vous rendre compte que quand vous prenez, au nom même des fondamentaux de la démocratie, les populations des régions du nord du Mali, elles ne sont pas d'accord déjà avec l'appellation Azawad. Mais par la faiblesse de l'État, par la malgouvernance, effectivement, une telle appellation a été imposée, ce qui est une erreur monumentale. Maintenant, vouloir associer un tel dialogue avec les groupes radicaux violents et l'autonomie de facto de cette partie dite Azawad, je pense que c'est d'aller un peu dans les raccourcis. Négocier ne veut pas dire qu'Azawad va être autonome du point de vue étatique, mais plutôt c'est déjà de déclencher ce processus, d'écouter qu'attendent clairement Iyad Gali en termes de l'application de la charia. Parce que c'est quand même important d'être précis. Diora l'avait évoqué. Les fondamentaux de l'islam sont connus de tout le monde.
nous avons des ulémas qui ont fréquenté des écoles théologiques de haut niveau. Si Yadagali, Hamadoun Koufa, Ayman Zarqawi ou Saharawi souhaiteraient une application stricte de l'islam et de la charia, j'allais dire, on a les ulémas, on va les écouter. Mais est-ce que c'est ce qu'ils veulent réellement? En tout cas, ce qui brandit quand même, c'est l'application de la charia. Mais par les mêmes textes religieux, quand on s'intéresse un peu à l'islam politique, on va se rendre compte que beaucoup de ces acteurs vont s'appuyer sur les différentes thèses soutenues par Ibn Taymiyyah, qui est une des figures emblématiques du monde sunnite musulman. Lequel savant Ibn Taymiyyah, en lisant ses travaux, il dit clairement le rapport entre la Ummah, la communauté musulmane, et les autres communautés non musulmanes, le rapport s'appelle la paix. Donc voilà, le rapport entre la communauté musulmane et la non-communauté musulmane, ce rapport s'appelle la paix. Donc je pense qu'on a aujourd'hui des arguments religieux qui vont permettre à ces acteurs qui vont en charge de ces négociations, effectivement, de même bloquer Yadagali dans ces tentatives, justement, d'asseoir sa dominance au nom du référentiel musulman. De la même manière également, c'est une chance pour le Mali de revenir déjà sur l'appellation Azawad, parce que vous dites que vous vous battez au nom des régions du Nord. Nous allons donner la parole au Mali entier, mais nous allons, ne serait-ce que les régions du Nord, on va leur donner la parole justement, de s'exprimer sur déjà l'existence d'un possible état d'Azawad ou l'existence d'une possible aire géographique appelée Azawad. On a quand même des historiens qui ont connu tous les parcours du Mali, qui savent effectivement les différents empires aujourd'hui, quelles sont les différentes entités géographiques, les différentes entités culturelles que le Mali a connues de son état aujourd'hui. Donc je pense qu'à un moment donné de l'histoire, les Maliens qui ont conduit ces différents accords pour la paix et la réconciliation, ils étaient vraiment légers face à des faits historiques. Et on va y revenir pour savoir qui doit mener ces négociations-là aujourd'hui. Alors, est-ce que Yadagali serait prêt à abandonner cette indépendance de cette zone du Nord? Et vous disiez tout de suite qu'il tient à ça. Justement, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Yadagali est dans la mise en œuvre d'une vision qui a commencé bien avant 1990, dont le premier acte a été posé en 90. Si vous comprenez bien la lecture de son parcours au Mali, en 90, à l'accord de Tamanrasset, il a demandé l'intégration de ces hommes dans l'armée. Le président Moussa Traoré a dit « Nous ne ferons pas de faux soldats et de faux officiers. Ceux qui veulent être militaires n'ont qu'à faire le concours. Ils passeront comme tous les Maliens et ils graviront les échelons. » De même pour les fonctionnaires. Seulement, l'accord a été signé le 6 janvier 1991. Le 26 mars, 2 mois et 20 jours après, eh bien, Moussa est tombé. Donc, la rébellion a repris avec les 4 mouvements, Arla, FPLA, MPLA et FIA. Ensuite, au pacte national, on a accepté l'intégration tout azimut de tous ceux que la rébellion a présentés comme combattants. Et 10 ans, on n'a pas recruté un soldat en dehors des écoles militaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a réussi dans sa vision à infiltrer le système de défense du Mali pour découvrir les techniques de combat qu'ils ne connaissaient pas et qui faisaient que l'armée malienne avait le dessus sur eux, maîtriser le maniement des armes particulières que le Mali avait face auxquels ils étaient faibles et connaître l'état d'esprit, le système de défense, la stratégie de défense de l'État malien. En 2006, en faisant passer le semblant d'un conflit entre lui et Amadou Toumani Touré, il a fait comprendre qu'on a tenté de l'arrêter et que de Koulouba à Kidal, il a changé 5 fois de voiture. Bref, il a demandé à 3 de ses lieutenants, Hassan Ag Fagaga, Ibrahim Ag Bahanga et le colonel Ba Ag Moussa, d'engager la rébellion du 23 mai 2006, qui s'est matérialisée par quoi? Non pas des forces externes qui sont venues attaquer, mais non, des commandants de zones militaires, des chefs militaires qui ont déserté les camps qu'ils avaient en commande avec les armes, les munitions, les hommes, le matériel et l'ensemble des moyens. C'est ça qui s'est passé le 23 mai 2006. Et à partir de là, il venait d'expérimenter une autre étape de sa vision, c'est-à-dire sa capacité désormais à détruire l'armée malienne de l'intérieur. Et en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où il est venu constituer son Ansardine, avec le MNLA, déjà, c'est une bonne partie de ces officiers qui sont partis. On se rappelle du colonel Bouna, qui a quitté Ségou, avec tout un ensemble de véhicules, et beaucoup d'autres qui sont partis. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le colonel Ba Ag Moussa remporte des victoires militaires dans les attaques contre les positions militaires du Mali, à Djoura, à Guiré et à Boulkessi?
Parce qu'en fait, jusqu'à l'heure où nous parlons, ils ont dans les rangs de l'armée des hommes qui n'ont pas déserté, mais qui jouent le rôle d'éclaireurs, qui sont capables de les fournir jusqu'aux coordonnées GPS des cibles à abattre de façon efficace. Ils ont pris une partie importante de l'équipement militaire malien prévu pour le dispositif de défense. Ils connaissent dans chaque camp, dans chaque poste avancé, exactement le nombre d'hommes, la qualité des hommes, la qualité du matériel, les effectifs, à la limite, le système de réaction. Donc, ils ont un avantage comparatif significatif qui est régulièrement utilisé. Mais ce qui est important du point de vue politique à mesurer, c'est qu'en 90, il a renoncé à l'indépendance en signant l'accord de Tamanrachet. Ensuite, en 94, en 92, en signant le pacte national. Ensuite, le 23 mai 2006, quand il y a eu l'accord à Alger. Après le 23 mai 2006, en 2006, lors de l'accord d'Alger. Il est même devenu ambassadeur, enfin, consul du Mali. Donc, dans cette vision, il y a des prêts chaque fois à accepter l'unité nationale. Seulement, cela ne l'empêchera pas, comme cela n'empêche pas la CEMA, de continuer à œuvrer pour une future indépendance de l'Azawad. La question qui se pose, et Ali a bien fait de la soulever du moins, c'est qu'en est-il de l'Azawad? Tant que l'État du Mali acceptera de laisser le flou sur la question de l'Azawad, le projet continuera de prospérer. Il est question, comme l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger l'a dit, deux choses. Un, on a raté la conférence d'entente nationale qui avait pour objectif de faire le débat national sur la question et de trancher. Alors ça a été raté. La deuxième chose, c'est que l'accord prévoit que chaque région, une fois que la résolution est matérialisée, qu'on organise une consultation des populations de la région pour que ces populations s'expriment sur l'appellation qu'elles souhaitent pour leur région. Il n'y a pas plus légitime que ça. L'histoire est une chose, mais l'histoire n'est pas figée, elle est dynamique. Justement, quelle utilité aujourd'hui de cet accord pour la paix et la réconciliation? Mais une grande utilité. Vous savez, beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas mis en œuvre les dispositions de l'accord. Je vous donne juste un exemple. La situation que nous avons dans le centre du Mali, qui s'est mutée en conflit intercommunautaire. Si nous avions mis en œuvre les dispositions du titre 3 de l'accord relatives aux questions de défense et de sécurité, dans les mesures portant sur la création de la police territoriale, devant être constituée par les jeunes de la collectivité, sous l'autorité d'un comité consultatif local de sécurité composé par les responsables des jeunes, des femmes, des autorités traditionnelles, des forces de sécurité et du chef de l'exécutif local, c'est-à-dire le maire dans la commune, le président du conseil de cercle au niveau du cercle et le président du conseil régional au niveau régional, au lieu d'avoir des jeunes Peuls, des jeunes Dogons, des jeunes Bozos qui vont se battre les uns contre les autres, on aurait eu une police territoriale constituée des jeunes de la collectivité sous le commandement des responsables élus par la collectivité avec la participation inclusive des femmes, des jeunes, des autorités traditionnelles et des élus, plus les forces de sécurité. Il y a beaucoup d'autres mesures de l'accord qui sont salutaires, qui nous auraient permis d'éviter aujourd'hui la situation dramatique que nous vivons. Seulement, nous avons commis deux grosses erreurs qui ont fait qu'on n'a pas pu arriver là. La première grossière erreur a été de focaliser sur les autorités intérimaires, qui n'était qu'une disposition largement subsidiaire de l'accord, mais dont on a transformé en disposition fondamentale et en condition pour avancer. La deuxième, c'est au lieu de focaliser sur la régionalisation, avec son corollaire de création d'emplois, de structuration des régions et de création d'espoir, on a focalisé sur le DDR qui a invité les énergies et les intelligences, autant que les ressources, vers la course aux armements dans l'espoir de bénéficier des dividendes du DDR. Donc voilà les deux grosses erreurs qui nous ont amenés là où nous sommes. Et si aujourd'hui il faudrait négocier avec les djihadistes, qui pourrait mener ces négociations au compte de l'État malien? Alors, je pense que fondamentalement, on ne peut pas mettre l'État sur la touche. C'est quand même important. L'État, il va être le maillot essentiel. Mais je pense que pour une telle négociation, ce sont quand même des hommes et des femmes qui se battent au nom d'une idéologie qui est notamment religieuse. Pour ce faire, les acteurs les mieux outillés, les mieux légitimes pour conduire une telle offre de dialogue seraient incontestablement les musulmans, les savants musulmans, de toute obédience, mais en particulier ceux-là qui seraient d'obédience qualifiée de sunnite ou du salafisme. Voilà. C'est pourquoi d'obédience salafisme est fondamentale dans une telle approche, parce que si vous regardez quand même incontestablement les différents groupes radicaux violents qui se battraient au nom du référentiel musulman, majoritairement se référeraient
de l'approche salafite ou salafiste de l'islam, des prophètes de l'islam. Voilà. Donc, en fait, je pense qu'on a quand même des hommes et des femmes aujourd'hui dans nos villages, il ne faut quand même pas l'oublier, dans nos centres urbains, qui peuvent être non seulement encadrés par l'État, mais dans le même temps, de faire en sorte que ceux-ci tiennent un discours cohérent. Parce qu'une telle offre de dialogue, on ne la prépare pas avec amateurisme. C'est un peu le problème malien. Vous allez vous rendre compte que des gens qui sont censés aller négocier avec Yadagali, à titre d'exemple, au Burkina, soit en Algérie, ils vont même se découvrir à partir de l'aéroport. Vous voyez, c'est quand même trop amateur, cela. Mais je pense que il y a un travail pédagogique d'abord à accomplir avant de se retrouver dans une sorte de collège de savants musulmans, lesquels savants musulmans également vont être clairement encadrés, suivis quand même incontestablement par des militaires qui savent que, même pas des politologues. Donc je pense que l'équipe va être constituée par des acteurs qui sont multidisciplinaires, par des militaires, notamment les officiers militaires, par des religieux, par des politologues, par des historiens surtout, parce que je pense que lorsque les négociations vont être entamées, vous allez vous rendre compte qu'elles vont dans tous les sens. Parce que des moments, on va faire allusion au caractère géographique de l'Azawad, et de l'autre, on va brandir le référentiel musulman, même questionner certains comportements de l'armée. Donc, je peux vous dire que dans une telle équipe de négociation, il faut vraiment la désigner sur des bases de compétences, sur des bases de connaissances fines, non seulement du terrain, mais dans le même temps, surtout de l'orthodoxie musulmane. Je pense qu'une fois que ce travail est accompli par l'État central, j'ai la ferme conviction, contact établi avec ces groupes radicaux violents, notamment les têtes, Yadagali, Hamadou Koufa, Malam Diko, c'est quand même une connexion entre les groupes radicaux, même s'ils ne sont pas forcément maliens. Mais je pense qu'on ne peut pas négocier seulement avec ceux qui opéreraient sur le territoire malien, tout en mettant de côté ceux qui seraient sur le territoire burkinabé ou nigérien. Donc je pense qu'un travail de concert va permettre à ces trois États, on pourra l'insécurité, effectivement, de tester un tel dialogue. N'oublions pas quand même qu'aujourd'hui, si la Mauritanie connaîtrait une sorte de quiétude, beaucoup vous diront que non, l'armée mauritanienne est bien structurée, elle a reçu des formations de haut niveau de la part des États-Unis. Tout cela, c'est du vent. Je vous promets, toutes les armées africaines connaissent les mêmes insuffisances, les mêmes difficultés. Maintenant, la particularité de la Mauritanie réside dans le fait qu'effectivement, l'offre du dialogue a été bien utilisée par les autorités mauritaniennes. Après avoir l'utilisée, la Mauritanie se trouve aujourd'hui dans une position à ne pas frustrer les groupes radicaux, à ne pas les attaquer. C'est d'ailleurs tout ce qui rend le combat contre le terrorisme beaucoup plus compliqué parce que... Et on va y revenir parce qu'ils font partie de la force G5 Sahel notamment. Alors selon vous, qui pourrait mener ces négociations ou êtes-vous d'accord avec la proposition de Dr Ali Tounkara? Oui, mais je pense que le Dr Ali Tounkara a bien fait de préciser qu'une négociation, c'est d'abord de l'expertise. Il faut connaître son vis-à-vis, il faut connaître ses priorités, il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses. Il faut se connaître sur soi en allant négocier nos priorités. Qu'est-ce qu'on est capable de céder et à quelles conditions? Qu'est-ce qu'on ne peut en aucune manière céder? Et comment adapter le dialogue, n'est-ce pas, à notre interlocuteur? Sans ces conditions, une négociation ne sert absolument à rien. Une autre dimension qui est importante, c'est la crédibilité des acteurs que l'on va envoyer. Vous savez, l'un des points qui a été assez faible à Alger, c'est que des acteurs de la CEMA ont regardé certains négociateurs de l'État et ils leur ont dit directement, c'est vous qui voulez nous faire croire encore qu'il faille aller par ça? C'est pas avec vous qu'on a acheté des armes? Vous voyez ce que ça fait? Ça, ce sont les discussions de couloir. Et donc, quand vous envoyez des acteurs qui n'ont pas de crédit au regard de celui avec lequel on négocie, on échoue avant de commencer. Il est extrêmement important de faire un choix judicieux sur les personnes qu'il faut envoyer et de travailler minutieusement sur la question avant de les envoyer. Et je pense, sauf erreur de ma part, que pour la négociation avec Yadagali, il y a un certain nombre d'acteurs qui pourraient jouer un rôle important. Et moi, je pense à l'imam Mahmoud Diko, qui avait commencé à un moment donné les démarches, en tout cas qui avait même eu un rendez-vous avec Koufa, quelque part.
Mais bon, quand sa mission a été interrompue, ça avait même été dans un début mal interprété par Koufa, mais après il a compris que ce n'était pas de la volonté de Mahmoud Dicko, ça c'est un élément. Un autre élément, c'est qu'un acteur très 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 respecté par Iyad Gali au Mali, c'est le président Alpha Oumar Konaré. Maintenant, comment le mobiliser, c'est là toute la question. Mais je pense que c'est un homme qui a l'aura qu'il faut, qui a la respectabilité qu'il faut et qui a la connaissance de l'histoire et des rapports suffisants et aussi la représentativité du Mali assez suffisante pour pouvoir faire un dialogue responsable. Et c'est quelqu'un qui sait ce qui peut et qui doit être accepté, ce qui ne le peut pas et qui ne le doit pas. Et je pense que si on arrive à le mobiliser, ça pourrait être quelque chose de très utile. Et peut-être en dernier ressort, le président Amadou Toumani Touré, pour lequel il y a de reste encore une relation, de mon point de vue, assez praticable. Aujourd'hui, est-ce que les partenaires du Mali seraient d'accord avec la négociation ou une possible négociation avec les djihadistes? Alors, incontestablement, lorsqu'on écoute l'aménagement, la force Barkhane française, la France de façon simple, ce sont des partenaires du Mali, effectivement, qui s'opposeraient à une telle offre de dialogue. Ils l'ont dit, ils l'ont redit à plusieurs reprises. Mais il est quand même important qu'à un moment donné de l'histoire d'un pays, les hommes aux commandes, justement, de faire entorse, de causer des torts certaines amitiés qui ne veulent pas s'accommoder aux logiques du terroir. Aujourd'hui, si vous regardez les États-Unis, la France à certains égards en Irak, toutes ces puissances, notamment militaires et économiques, sont dans les pourparlers avec des groupes qui avaient été combattus, qui sont toujours combattus d'ailleurs dans la péninsule arabique, au Moyen-Orient et Proche-Orient. Donc je pense qu'aujourd'hui, que la France soit réticente à un tel dialogue avec Iyad Gali, que les résolutions onusiennes soient réticentes de négocier avec des groupes radicaux violents, notamment avec le référentiel musulman, c'est quand même un peu un déni, parce qu'on ne peut pas cautionner des traitements géométriques variables. Des négociations sont admises à Qatar, en Irak, en Afghanistan, étant donné que ces pays si mentionnés ont quand même si vous voulez, une organisation militaire beaucoup plus aboutie que la nôtre. Comment allez-vous demander à un pays comme le Mali, qui se trouverait à la limite aux abois, vraiment qui a prouvé toutes ses limites, de ne pas négocier avec le groupe radicaux violent? Rapidement, il nous reste 3 minutes, 1 minute pour chaque invité. Si ces partenaires ne sont pas d'accord avec ces négociations, est-ce que le Mali pourrait également négocier? Est-ce que le gouvernement actuel va quand même conduire ces négociations? Malheureusement, si le gouvernement continue à négocier sans avoir l'aval de ces pays partenaires, difficilement il pourra arriver, parce que vous allez vous rendre compte que même des acteurs qui seraient mandatés par l'État central du Mali pour conduire les négociations, ce sont des acteurs qui seraient pris en partie en charge par ces partenaires. C'est d'où toute la complexité de se soustraire de ces dictats financiers aujourd'hui qui a pour nom la France, les pays, toute l'Union européenne et même les États-Unis. Donc je pense que l'autonomie financière et l'autonomie des négociations vont concomitamment. Vouloir conduire l'une sans l'autre, naturellement, le Mali a intérêt de faire en sorte que ses partenaires le comprennent. Le Mali est-il indépendant pour choisir s'il doit négocier avec les djihadistes? L'indépendance est un choix. Quand on le fait, on l'assume. Aujourd'hui, les autres ont négocié, continuent de négocier partout. Il est important de comprendre que la négociation est une partie de la guerre. Ce n'est pas après la guerre, c'est une partie de la guerre. Le Mali doit pouvoir le faire. Et sur lequel je vais terminer, le président Macron a bien dit aux ambassadeurs européens que la France est une puissance pour laquelle les ennemis de ses alliés ne sont pas nécessairement les siens. Il est temps que nous aussi nous comprenions la leçon. Merci Mahamadou Diouara, directeur du cabinet Gaïa, et Dr Ali Tounkara, directeur du Centre des études stratégiques et sécuritaires pour le Sahel. Je suis Mohamedou Touré. Merci aux auditeurs. À la régie vidéo et audio, il y avait M. Seydou Ndaou et M. Mamadi Keïta. Merci et à demain pour un prochain numéro. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.